à toutes, ce sont les tips des femmes de santé. Aujourd'hui, je suis très, mais très, très heureuse d'accueillir Greta Guzman. Pourquoi? Bah, parce que on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Elle est femme de santé, elle est membre du collectif et elle a un parcours très, très atypique et très intéressant. Et du coup, on a monté une formation ensemble qui est portée justement par HKM, qui porte le collectif et qui fait uniquement intervenir des femmes de santé dans les formations. On en parlera tout à l'heure. Greta, elle est engagée dans l'accompagnement de femmes victimes de violences depuis 2005. Elle est consultante, et trilingue, c'est important parce que, c'est rare. Elle est vraiment consultante en égalité, en diversité et violences faites aux femmes et ça depuis 2019. Après 15 ans d'expérience, professionnelle en tant que communicante dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Mmh. Elle est d'abord diplômée de journaliste et ensuite elle a fait un DU universitaire en violences faites aux femmes et violences de genre. Donc, ça, c'est un DU qui est peu connu et qui existe et elle a créé du coup sa société qui s'appelle VR Violetta, qui aide les entreprises dans l'identification et l'accompagnement de leurs salariés victimes de violences conjugales et de couple et c'est exactement la formation qu'on a mis en place pour tout le secteur de la santé avec Greta. Donc on est très heureuse de pouvoir la proposer maintenant dans les hôpitaux et cetera. Et il faut quand même savoir qu'on parle de 10 de femmes qui seraient victimes de ce genre de violence. Donc ça fait 10 des salariés et eux, dans un établissement de santé ou ailleurs. Alors, ce qu'il y a de bien un peu, parce qu'elle ne fait pas que ça, elle accompagne évidemment bénévolement beaucoup, beaucoup, de femmes victimes de violences. Donc, elle les accompagne, elle les aide, elle les oriente. Mais elle est aussi podcasteuse et donc elle a créé un podcast qui est en espagnol et en français qui s'appelle «Libérer, la parole» et qui est un podcast, qui libère justement et qui traite de toutes les thématiques traitant de femmes. Donc, merci beaucoup Greta d'être là avec nous. À titre perso, ce qu'elle aime, on a discuté plein de choses, mais je crois que je vais prendre le premier. Elle aime beaucoup la nature et Greta, sa façon de se ressourcer, c'est d'aller promener son chien un peu partout, dès qu'elle peut trouver une forêt et ben, oui, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est un moyen super de se détendre. Écoute, en tout cas, je te remercie de faire ce podcast et puis, je vous invite donc ce podcast, n'importe quoi, ce tips femme de santé et je vous invite à écouter un peu, ce que fait aujourd'hui, Greta. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la violence faite aux femmes et même si femme de santé, on n'est pas dans un militantisme contre les violences faites aux femmes, on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un enjeu majeur sur les femmes et de santé mentale de la femme et donc on est dessus, bien évidemment et merci Greta d'être là. La parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la chose, que je voudrais dire pour commencer, c'est que, quand on parle de violence, si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui a été victime de violence, que vous ne le savez pas ou que vous le savez, que vous avez sorti de ça et que pendant que je veux parler, ça vous rappelle des choses, des événements que vous avez vécus dans le passé et que ça vous commence à faire sentir que quelque chose qui ne va pas, partez, quittez. Vous n'êtes pas obligé à rester si ça vous met dans un état qui vous met mal à l'aise. Et si vous voulez, après, je vais laisser la dernière slide avec mes contacts à moi, mon contact à moi, mon mail, si vous voulez me contacter à moi afin qu'on puisse parler. Je serai super contente de vous accueillir. Mais si vous vous sentez mal, partez. OK? Donc, ceci dit, donc, attendez, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, pour commencer, pourquoi on va parler des violences conjugales dans le couple et des violences conjugales au milieu de la santé? Bah, tout simplement parce que les professionnels, les professionnels de santé sont susceptibles, c'est-à-dire si parmi vous, vous êtes, donc travaillez dans le milieu de la santé, vous êtes susceptible d'intervenir auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales et violences du couple, ou de violences tout simplement. Donc, en premier rang, les femmes, et pourquoi je parle des femmes? On va spécifier ça dans 2 secondes. Mais les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, ou les mineurs aussi parfois. Donc, les victimes s'adressent normalement en premier rang aux médecins, aux travailleurs sociaux en deuxième rang, aux associations et aux avocats. Tous ces gens-là peuvent entraîner un accompagnement
et il doit s'organiser en réseau parce que, vous le savez peut-être, mais la violence ne peut pas se prendre en charge par une spécialité, mais elle a besoin de beaucoup de compétences afin que les personnes puissent s'en sortir. Alors, qui est formé où? Donc, normalement, en milieu hospitalier, les médecins, c'est-à-dire les urgentistes, les gynécologues, les pédiatres sont formés au repérage des violences, normalement en la théorie. Mais ça passe uniquement dans les hôpitaux où il y a une unité médico-judiciaire connue par les UMJ. Et ce sont les professionnels de cette unité qui vont se charger de former les autres personnes, mais à l'oral, entre pairs. Il n'y a pas vraiment un support ou une formation comme telle. En revanche, comme Alice l'avait dit, il y a des diplômes universitaires, des formations à ces sujets, mais ça, c'est uniquement la volonté de la personne qui s'intéresse sur la thématique et qui sont surtout sensibles à la question. Mais vous avez, il n'y a pas que ces gens-là qui sont dans les milieux de la santé. Quid d'autres professionnels? Quid des personnes qui, jour après jour, voient les femmes, les victimes en cabinet? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne l'êtes pas, vous devez vous former. Ça vous touche tous et toutes. Et on va parler de ce que vous devrez savoir. Si aujourd'hui, le cas, vous n'avez jamais été formé, ça va vite. Ce n'est pas du tout exhaustif. On pourrait passer un mois à se former, mais on va faire au plus vite possible afin que vous puissiez sortir d'ici avec un minimum de connaissances et si ça vous intéresse, contactez Alice afin qu'on puisse faire quelque chose pour vous. Donc, on dit que la violence conjugale et de couple, c'est complexe et ce n'est pas un sujet comme les autres. Tout simplement parce que ce sont des violences qui apparaissent au sein de la famille. Ce sont des violences qui sont perpétuées par un partenaire intime. Et c'est un processus évolutif qui va s'installer dans ces milieux-là et qui va donner le pouvoir ou qui va privilégier à une personne dans le couple qui va avoir tout d'un coup tout le contrôle et toute la domination sur l'autre personne qui, au début de la relation, et ça il faut le comprendre, quand deux personnes se mettent en couple, et s'il y a des violences, c'est parce qu'il y a des inégalités au début. On ne peut pas avoir une relation de couple avec de la violence s'il n'y a pas au début des inégalités. Et donc, ces inégalités, ces contrôles, ces abus de pouvoir va se transformer, on va s'exprimer sur des agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou bien d'autres. On va voir ensemble quels sont les autres types de violences. Alors, pourquoi il faut parler de ça toujours aujourd'hui, en 2020? Pourquoi je me suis approchée d'Alice et je lui ai dit, un collectif des femmes de santé ne peut pas ne pas parler des violences. Et tout simplement parce que en 2020, par exemple, 102 personnes, enfin femmes, ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. De ces personnes-là, 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Alors ça passe comme ça. Ce sont les hommes dans des relations homosexuelles qui ont tué les hommes. Après, ce sont les femmes qui ont tué les hommes, parce que normalement, une grande partie de ces femmes-là qui ont tué des hommes, c'est parce qu'ils sont défendus, parce qu'ils subissaient des violences conjugales pendant des années, ou parce qu'il y avait des viols à leurs enfants, ou des choses comme ça terribles. Et donc, c'était en légitime défense, et donc ils ont tué le partenaire. Et après, au plus bas de l'échelle, on va laisser les femmes qui sont aussi autrices de violences, parce que ça existe. Et malheureusement, parmi ces chiffres-là, 14 enfants mineurs ont décédé tués par un de ses partenaires, par un des deux parents. Donc, connaître les chiffres nous permet de regarder l'ampleur de la chose. Vous voyez, ici, je fais une petite échelle qui va vous montrer comment, à quel chiffre nous sommes aujourd'hui. Alors, attention, ces chiffres-là concernent aussi les victimes collatérales de ces violences. Donc en 2020, on a été à 102 femmes tuées, en 2021, 113, et aujourd'hui, depuis l'année en janvier, nous sommes déjà à 121 femmes, quoi.
Donc, moi, je peux me permettre de parler des féminicides malgré le fait qu'en France, le mot féminicide n'est pas inscrit dans la loi. Parce que je viens d'un pays où il y a quasi 11 femmes tuées par jour, que c'est le Mexique. Et donc, ce mot-là a été destiné là-bas afin de parler de la mort des femmes, de l'assassinat des femmes par le seul fait d'être des femmes ou avoir de caractéristiques féminines ou qui rappellent la féminité, comme il est possible pour la personne trans aussi. Les femmes trans sont aussi victimes de féminicide et les personnes, les homosexuels qui sont, disons, afféminés. Donc tout ce qui touche les femmes, il y a une espèce de haine et c'est voilà pourquoi on parle de femmes. Mais il faut savoir, il est super important de savoir que les violences conjugales concernent tous les milieux, toutes les cultures, tous les pays, toutes les personnes. Ça commence, ça touche aussi les enfants malheureusement et aussi les hommes. Le fait que je me permets de parler d'une violence contre les femmes, c'est parce que tout simplement, en France et dans le monde, nous, les femmes, nous sommes les premières victimes de ces violences perpétrées par les hommes. Et c'est comme ça, c'est un fait. Or, cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes de violences. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Et il est important que si parmi les gens qui nous écoutent, vous avez repéré qu'il y a des hommes qui en sont victimes, il faut aussi pour eux libérer la parole. Parce que ça passe aussi par leur masculinité ou leur virilité touchée, comme quoi il est impossible qu'un homme soit violenté par sa compagne ou son compagnon aussi, c'est possible aussi. Et il faut aider ces gens-là à sortir du silence parce que ça va nous aider comme société à avancer ensemble contre les violences. Et alors, que se passe-t-il au sein d'une personne qui est victime de violences conjugales? Il y a deux concepts qu'il faut apprendre. L'emprise et les contrôles coercitifs. Alors, l'emprise, c'est comme quand on parle que la personne est sous l'influence ou la domination de son partenaire ou d'une autre personne. Rappelez-vous, j'avais dit parce qu'il y a une relation pas égale au début. Mais en 2010, des experts ont sorti ce concept qui s'appelle les contrôles coercitifs. C'est un schéma que la personne qui va exercer la violence va suivre en faisant exprès, en sachant ce qu'il fait pour mieux contrôler à la personne. Donc, avec la notion de contrôle coercitif qu'aujourd'hui les experts cherchent à l'instaurer dans la loi, c'est-à-dire que le contrôle coercitif va donner la responsabilité à la personne qui abuse l'autre personne à prendre ses responsabilités en main, en fait. C'est-à-dire que la loi devrait ne pas dire bah, l'autre personne était sous l'emprise, bah, la pauvre, le pauvre, bah, tu sais, il est en défense. Non, il y a un chemin où l'agresseur sait très bien ce qu'il fait. Et quand je parle de ça, je ne veux pas tout lire. Et là, je fais cette slide bien dense, bien comme ça, afin de vous donner comment la personne se trouve dans une espèce de cage quand elle est sous les contrôles coercitifs de la personne, parce que toutes ces choses-là que vous peut-être pouvez lire, comme abuser financièrement de la victime, l'agresser, la rabaisser à façon répétée, enfin, mettre des règles et des activités millions dégradantes tous les jours, la priver de ses besoins fondamentaux comme manger, se doucher, se laver et aller chez le médecin. Vous voyez qu'il y a une de ces un de ces concepts, conducte, je veux dire, c'est les mots que je cherche, une des conduites comme ça, deux ou trois, la personne est sous violence. Et donc, ça, c'est répétition. Ça, c'est répétition. La personne qui va exercer la violence sait très bien qu'il ne faut pas, je ne sais pas, empêcher la personne d'avoir accès au transport, au travailler. Ça, on le sait. Mais néanmoins, il va le faire à répétition. Et donc, tout ça, toutes ces conduites vont faire que la personne va se sentir complètement démunie d'elle-même. Elle va perdre confiance sur elle, elle va pas pouvoir partir. Ça va être très difficile pour la personne de vraiment sortir de là. Et donc, il y a quelque chose qui va s'installer au sein de ces couples qu'on appelle les cycles de la violence. C'est une réaction en chaîne qui comprennent 4 phases, dont toutes les choses, les conduites que je viens de vous dire vont se répéter sans fin. Ça commence par la lune de miel. Les gens s'adorent, on n'est pas
on ne peut pas voir vraiment comment la personne est parce que les sens sont éveillés et tout est merveilleux. Après, il y a une grande souci au sein de couple qui va s'agrandir. Il y a la tension qui va apparaître, il y a le ton qui va monter, les mots vont devenir blessants et on passe à l'expression de la violence, que c'est la troisième phase. Et c'est le passage à l'acte, et c'est normalement quand il y a les violences physiques qui apparaissent. Mais entre la lune de miel et la tension, il y a toutes les violences verbales ou psychologiques qui commencent déjà à s'instaurer. Et donc, quand il y a la violence qui explose, comme par exemple les coups, baffer quelqu'un, le pousser, le faire du mal, le brûler, je ne sais pas, c'est déjà l'explosion de la violence. Et la personne qui exerce la violence sait qu'il a mal fait. Et donc, parce que la victime, elle n'est pas bien du tout, il va être peut-être comme ça dans un coin, ou pas parler, ou va diminuer sa façon d'être. Et il se rend compte, ou elle se rend compte, et il vient la phase de la justification de le pardon, mais en culpabilisant la personne, la victime. C'est-à-dire, euh, oui, oui, je sais, j'aurais dû pas te coincer, mais quand même, je t'avais dit que je voulais pas que tu achètes de la viande. Pourquoi tu acheté de la viande? C'est toi qui m'as fait faire ça. Tu vois, si tu n'aurais pas acheté de la viande, je n'aurais pas fait ça. Et donc, je peux te dire, je dis n'importe quoi, je dis un exemple complètement banal. Ça pourrait être ça, la petite moindre chose, comme ça pourrait être quelque chose d'important, oublier les papiers, oublier un passeport, je ne sais pas, mais qu'elle ne justifie pas, absolument pas, les agressions de nul type. Et ce cycle-là, il est à répétition. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit bah oui, mais tu sais, il va changer, il m'a dit ou elle m'a dit que voilà, qu'il ne fera plus, et que ça recommence, attention, c'est les cycles de la violence. Il faut faire attention à ça. Et ça aussi, gardez-le en tête parce que c'est dans tous les couples, dans tous les cas de violence, ça existe. Donc, on va rapidement apprendre à repérer les différents types de violences qui existent. Pour cela, il y a un outil qui s'appelle les violentomètres qui est génialissime, qui a été inventé malheureusement chez moi au Mexique parce que il fallait faire quelque chose afin de repérer les violences contre les jeunes femmes. Et donc, cet outil qui s'appelle les violentomètres va vous aider à identifier les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Voilà, ça c'est aussi une chose qu'on doit apprendre. Il n'y a pas que la violence physique, il y a beaucoup de types de violences qui sont invisibles. La violence physique, c'est la seule violence qu'on voit quand elle est plus possible de ne plus voir, quoi. Donc, il y a les violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques et administratives. Je reviens à une diapo bien dense parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Donc, je vous laisse un petit peu lire. Je vais dire, par exemple, des violences économiques. Vous privez des ressources financières. Contrôler votre argent. Ça, c'est une violence. Administrative, surtout quand il y a des femmes étrangères en France, par exemple, c'est vous enlevez de votre papier et vous laissez dans l'illégalité totale dans ces pays. Vous ne savez pas où vos passeports est, ou le passeport des enfants, ou votre titre de séjour, le carnet. Impossible de savoir, donc vous êtes dans l'égalité. Contrôlez votre correspondance, les courriers, les emails, les textos, tout vouloir savoir. Les violences physiques, là, c'est ça, ce que je disais, c'est la plus visible. Donc, jeter ou détruire des objets, ça, c'est la violence physique. Vous donnez des coups, vous mordre, vous roulez, vous poussez, vous empêchez, vous séquestrez, violence physique. Verbale, vous donnez des ordres, vous criez dessus, vous insultez, menacez ou menacez de tuer les enfants, ça, c'est une violence verbale. Et la sexuelle, voilà que c'est aussi dur de parler de ça, mais vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire, au céder au chantage d'avoir un rapport sexuel, même si vous ne voulez pas, que vous savez que si vous ne le faites pas, voilà, ça ne va être pas possible. Donc, allez, on se laisse faire, après on verra. Mais ça, ce n'est pas possible. On a le droit de dire non et tout le rapport doit être consenti. Tous. Donc, c'est comme ça. Et si jamais vous lisez autre chose ici qui vous interpelle, sachez que quand il y a un de ça, il y a un problème dans le couple. Voici le violentomètre, voici à quoi il ressemble. Donc, c'est une règle qui va vous dire ici en verte, c'est profite, ta relation va bien. Donc, par exemple, le premier dit il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts.
il accepte tes amis, ta famille, et comme ça va en augmentation de la violence. Et là, le violentomètre vous dit, là, ici, vous pouvez profiter, c'est très bien. Là, ici, donc, c'est un petit peu jaune, orange. La dernière d'orange, c'est t'oblige à regarder des films porno. Là, c'est limite. Donc, vigilance, dit stop. Et là, quand on commence à passer au rouge, c'est protège-toi des mondes de l'aide. Si vous, en consultation, vous avez un violentomètre et que vous le laissez là comme ça et que la femme commence à regarder un petit peu, vous pouvez tout à fait leur dire ça vous parle, voilà, c'est un outil très beau et très facile à comprendre, et d'autant plus que toutes les violences que je vous ai montrées ici, elles existent dans les violentomètres. Ils ont leur place dans quelque part, dans quelques échelles, dans quelques espaces du violentomètre. Alors, toutes ces violences ont des conséquences sur les victimes. C'est un vrai problème de santé publique, santé mondiale. Dite par l'OMS, c'est la plus grande épidémie, plus que le Covid. Et ça pendant des je ne sais pas combien de temps. Et pourquoi? Et parce que il y a des graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et reproductive qui vont suivre les femmes. Alors là, je parle des femmes parce que ça, ce sont des problèmes de santé pour les femmes qui sont uniques aux femmes. Cela ne veut pas dire, et je me répète, que les hommes qui en sont victimes n'ont pas de séquelles. Il y a surtout les stress post-traumatiques qui s'installent et qui est très difficile de s'en débarrasser si on ne demande pas de l'aide. Et donc aussi, il y a des blessures importantes, comme par exemple les mutilations permanentes, voire la perte de la vie, des maux de tête, des diverses douleurs somatiques, des troubles de l'estomac. Vous voyez, quand la fameuse boule au ventre, des épisodes, des rongées à l'estomac. Je disais, les stress post-traumatiques et les dépressions aussi. L'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation aussi, et les tentatives de suicide. Donc, je vais vite parce que j'aimerais pouvoir laisser le temps de parler si vous voulez. Donc, quoi dire, quoi faire, où chercher de l'aide. Voici un petit guide pour vous aider à aider. Donc, quoi dire? Donc, nous toutes... Je t'alerte juste sur le fait qu'il est 53 et donc il va falloir que tu ailles vite pour la fin, okay. Car voilà. Donc, quoi dire? Donc, démonter les mécanismes de violence. S'il est seul, je te crois, il te dévalorise, tu as bien fait de m'en parler, il t'inverse la culpabilité, tu dis tu es pour rien, c'est lui le coupable, il te fait peur de menaces, la loi est de ton côté, et il assure l'impunité, je peux t'aider. Alors, quoi faire? Tout simplement, formez-vous. Soit vous nous contactez nous en tant que femme de santé, on va pouvoir vous former plus en détail parce que vous voyez, je n'ai pas de temps, il y a énormément de choses à dire. Où chercher de l'aide, je vous passe cette slide après, sinon vous googlez. Mais les tips, parce que Alice m'avait dit, il faut qu'on donne des tips. Et la voici, avec ça, je finis. Donc, formez-vous au plus vite, mais en attendant, apprenez par cœur les types de violences. Procurez-vous d'un violentomètre. À la mairie de Paris, il y en a. Sinon, au centre Berthier-Leclerc. Renseignez-vous sur les maladies dérivées des violences conjugales. Le professeur Gilles Lassimi, il a fait des pavés comme ça. Si vous ne le connaissez pas, mais vous le cherchez sur LinkedIn, il y est. Posez la question, si vous soupçonnez qu'il y a des violences, madame, avez-vous été victime de violences? N'ayez pas peur, allez-y, posez la question. Et surtout, si vous le faites, écoutez, soyez empathique, ne jugez pas. Et si vous ne vous sentez pas capable, passez le relais à un personnel de santé expert en violences sexistes et sexuelles. Voilà, j'ai fini. Merci. Je te remercie. Pardon, c'est mon rôle horrible de faire ça. Et Dieu sait que c'est intéressant. Juste pour rebondir, et je vous cède la parole à toutes, ce qui m'a marqué quand on a fait la formation avec Greta, c'est qu'on arrive jusqu'à identifier les femmes parce qu'elles ont des signes et qu'on peut les identifier dans son travail et qu'on va jusqu'à lui poser la question. Et ça, jamais j'aurais, moi, osé poser une telle question à quelqu'un. Et après, il faut savoir s'effacer quand on n'est pas capé pour répondre ou même pour écouter. Et c'est comme ça, et c'est ça qu'apprend Greta, c'est où on va, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on peut accompagner, etc. Je ne pensais pas que c'était un problème aussi important quand tu m'en as parlé. Voilà. Et disons-le aussi, nous sommes des femmes de santé.
Vous ne pouvez pas ne pas parler de ça. Ce qui ne fait pas, et c'est très important pour nous de le dire, de tous les hommes des personnes violentes, ce qui était juste marquant, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes victimes de violences et que quand elles en sont victimes, la plupart du temps, ce sont et voire dans fort pourcentage, ce sont des hommes qui ont été, à l'origine de violences. Mais C'est ne ça. nous faisons pas dire ce que nous ne disons pas. C'est très important et c'est vous connaissez Femmes de Santé, c'est très important pour nous. Il n'en demeure pas moins que la parole est à vous, mesdames. Posez vos questions et nous, on organise la formation. La formation, elle est normalement dans les hôpitaux, dans les grandes entreprises en RSE. Mais si jamais vous avez envie, on peut essayer de voir si on ne peut pas en organiser une pour les femmes de santé dans un lieu, ce qu'on appelle une formation en inter. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on peut le faire si vous voulez. La parole est à vous. On vous laisse parler. Pas de questions? Si, Si, Emmanuel. Ah. Pardon. Je peux y aller. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, Chantal. Emmanuel, après, la parole est à vous. Allez-y, Ouais, Chantal. d'accord. En fait, malheureusement, pour des réunions professionnelles, je suis arrivée tout à la fin. Est-ce qu'on pourra le voir en replay? Oui. Voilà. Oui, il Et sera la sur notre deuxième, chaîne YouTube. d'accord. Et oui, moi, je serais intéressée sur une formation en interne. Voilà. D'accord. Et Chantal, vous êtes où? Vous êtes qui? Juste pour savoir qu'on vous rappelle. Alors, je suis médecin libéral en Alsace, à côté de Mulhouse. D'accord. Alors oui, moi je suis Nadia Kotorovitch. Alors rapidement, parce que j'ai une consultation, je suis infirmière addictologue sur Lyon. Voilà, et je trouve ça très intéressant ce que vous dites, et y compris, il ne faut pas oublier les hommes, voilà, parce que les hommes, moi j'en ai aussi avec les addictions, et voilà, il y a effectivement, comme vous dites, il y a un repère, il y a une écoute, il y a une posture, il y a plein de choses qui font que, voilà, moi je suis très sensible à ça, bon, voilà. Et les hommes, ils ont vraiment la honte, la culpabilité, et si vous ne laissez pas la place à la parole ou osez juste questionner, et ben effectivement, ça passe à l'as. Et voilà. Donc, c'était juste pour vous témoigner de ça et que j'essaye de faire au mieux pour voilà, la santé des femmes. Je trouve ça super ce que vous faites. Et je vous en remercie. Voilà, je vais vous laisser. Mais, Bonne voilà. continuation alors. Bonjour, Emmanuelle Duron, je suis professeure en gériatrie à l'hôpital Paul Brousse. Donc moi, j'aurais besoin d'un rappel sur quand est-ce qu'on peut faire un signalement au procureur de la République en tant que médecin. Je sais que chez les enfants, on peut. Chez les personnes âgées, je l'ai déjà fait, parce qu'elles étaient considérées comme, vulnérables. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi, plein de violences, heu, intracouples, chez les personnes âgées, ça ne s'arrête pas, hein. Et voilà, dans quelle mesure on peut faire, rompre le secret médical pour, Oui. Alors, je vous explique. Après les Grenelle des violences conjugales en 2019, la levée du secret médical est possible, mais sur deux conditions. Donc, la première, si les violences conjugales mettent la vie de la victime, qui soit majeure, en danger imminent. Et deuxièmement, que la victime soit sous l'emprise. Pour cela, il faut bien connaître ce que je vous disais, l'emprise. Sous le contrôle de la personne. Donc, à ce moment-là, il est possible de lever le secret médical. Mais si je partageais avec Alice, je pense que c'est une bonne idée parce que j'ai ici une fiche qui s'appelle... attendez, où je ne le vois pas. Bon, j'ai un document qui pourra énormément vous aider. Et il faut partager avec tout le monde parce que c'est justement le ABC de comment faire pour justement contacter les procureurs ou la justice afin de pouvoir lever le secret médical et faire ce que vous allez faire. D'accord, mais on est bien d'accord que chez une personne âgée qui aurait, par exemple, des troubles cognitifs, on a le droit de le faire parce que la personne âgée est considérée comme vulnérable? Bien sûr. Si, mais au-delà de ça, si jamais il y a des violences conjugales,
d'autant plus, vous pouvez le faire. Mais si vous, voilà, je vous dis ce qu'elle dit, la loi, hein, enfin, Oui, oui. les violences conjugales mettent la vie de la victime majeure en danger, ou parce que vous considérez, en tant que médecin, que la victime est sous l'emprise de la personne. Ok. Donc, enfin, en gros, vous pouvez. En péril, oui. Mm. Il y a la notion de péril. On a eu le sujet, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, le syndicat des managers publics de santé avait fait une enquête dans les hôpitaux et il était ressorti dans l'enquête Égalité qu'il y avait eu un viol de signaler, mais l'enquête était anonyme. Et tout le monde s'est posé la question de est-ce qu'il faut signaler, pas signaler, prévenir le procureur, pas prévenir le procureur, etc. Et alors, je vais être très franche et très claire. J'ai une mère présidente d'assises, donc j'ai honoraire maintenant, j'ai appelé maman et sa meilleure amie était au procureur, avec le procureur de Paris sur les violences faites aux femmes, donc 2 magistrates honoraires. Et effectivement, dans ce cadre-là, on ne signale pas car la victime n'est pas en péril. Parce que c'était un fait qui avait été fait il y a 5 ans et qu'elle avait été mise hors de danger dans l'étude ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Et donc, elle n'était pas en péril, elle était anonyme et donc, il ne signalait pas. En revanche, si on sait que la personne est en péril, il y a un devoir de signalement. Mais de toute façon, c'était anonyme, donc il n'aurait rien pu faire. Mais la question n'est pas là. C'est-à-dire que c'est poser cette question-là et cette notion de mise en péril. Là, je ne parle pas du lever du secret médical. Là, je parle d'une enquête. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là en tant qu'employeur, en tant qu'enquêteur, etc. S'il y a mise en péril, alors il faut protéger la personne. C'est l'écho que j'ai entendu. D'accord, je vous On va remercie. vous partager le document, Emmanuel. Ouais. Merci Et beaucoup. si besoin, envoyez-nous des messages. Si je dois faire intervenir cette femme qui a été quand même adjointe au procureur et qui est magistrate et qui est médiatrice dans les violences faites aux femmes avec Greta, etc., on l'a fait pour tout ce qui est juridique. Hein. Ça, on peut. Pourquoi pas, oui. J'avoue que Merci. c'est un réseau perso, mais finalement, autant utiliser le réseau qu'on a à la maison et pas aller s'embêter ailleurs. Carrément. Le Tout plus à fait. important, c'est qu'on puisse finalement aider les femmes qui en sont victimes, ou les C'est hommes, ça. c'est-à-dire les personnes plutôt, afin que voilà, ils soient libres de tout type de violence. C'est le plus simple. Voilà. Mais l'enjeu qui était évoqué quand même, c'est que la France est un État de droit. Et donc, quand la personne ne veut pas qu'on la signale, mais il y avait la notion de péril derrière. Donc, je pense que c'est un truc un peu complexe, effectivement. Mais si elle ne veut pas et qu'elle a anonymisé et que les faits sont prescrits ou qu'elle n'est pas en danger, surtout, on ne fait rien, quoi. On respecte l'état de droit, entre guillemets. C'est terrible hein, ce que je dis, mais ce n'est pas terrible non plus. C'est l'état de droit. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que bon, vous le savez comme moi, c'est très compliqué, mais j'ai des personnes qui, sous couvert du secret médical, me racontent ce qu'elles subissent, mais elles ont des troubles cognitifs qui peuvent être attribués à des troubles du jugement. Donc, même si là, à ce moment-là, si elles me disent: «Je veux pas que vous le disiez», est-ce que j'ai le droit de le faire quand même? En pratique, je l'ai fait, hein. Et Je pense qu'Alice elle a raison. Je pense que, enfin, c'est tellement complexe, vraiment. C'est pour ça que quand j'ai commencé ma présentation, je vous avais dit, c'est un sujet pas comme les autres, parce que c'est vraiment très très complexe. La loi, elle est très spécifique par certaines choses, mais je pense qu'il y a une deuxième partie avec quelqu'un en loi, la personne que tu dis, Alice. Je pense que c'est une très bonne idée. Je peux, si vous voulez, organiser un tips avec cette femme, lui demander si elle veut bien nous faire un tips et nous expliquer. Parce qu'en plus, on a eu un autre enjeu, c'est qu'on sait qu'il y a des services d'urgence qui savent pas trop comment faire parce que les gens sont formés au DU justement et puis partent dans un autre hôpital et donc il n'y a plus personne, plus de référent violence. Et du coup, quand je parle aux magistrates, pour elles, c'est évident que tout le monde connaît et en fait, finalement, on ne connaît pas si bien que ça. Donc, on va organiser un truc et je vous ferai signe. Je vais demander à Françoise de nous faire un tips. Exceptionnellement, si vous acceptez toutes, ça n'est pas une femme de santé puisqu'elle est dans la justice, quoique ça se défend. Hein. Dans les violences faites aux femmes, elle pourrait être une femme de santé. Mais si vous voulez bien, je vais accepter une non-femme de santé à un tips pour nous faire un tips, si vous voulez bien. Très bien. Merci beaucoup et merci pour votre présentation. Merci, Emmanuel. Alors, Catherine. Oui, voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Catherine, je suis gynécologue. Merci beaucoup, Greta, pour ce topo qui était très, 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 très intéressant pour moi. J'ai appris plein de choses. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour une formation évidemment plus complète si c'est possible. En ce qui concerne ce que vient de dire Emmanuel, il y a des fiches qui sont élaborées par la Haute Autorité de Santé sur le sujet qui date un peu, 2019-2020. Mais il y en a une en particulier qui s'appelle « Comment agir », qui est destinée vraiment aux professionnels de santé et qui précise exactement ce que vous venez de dire
C'est-à-dire qu'en cas de péril grave, on peut se passer de l'avis de la personne, de l'accord de la personne. Donc, vous pouvez aller manuel sur le site de l'HAS, accéder à ces fiches. Il y a 2 fiches pratiques et il y a un outil de repérage qui a été publié aujourd'hui. Moi, Ah, pardon? je disais ciel, super. Voilà, enfin, bref, je m'exclamais, pardon. Ah d'accord. Ma question à Greta était la suivante. J'étais très intéressée effectivement de voir tous les types de violences. C'est vrai que quand on parle de violence aux femmes, on pense en premier aux violences physiques, aux violences sexuelles. Mais donc, c'est évidemment, vous avez raison, il y a plein de types de violences. Quelle est la répartition dans les fréquences? Est-ce que la violence physique est la plus fréquente ou au contraire, est-ce que en pourcentage, c'est la moins fréquente mais qui a le plus de retentissement physique? Alors, la violence physique, elle apparaît plutôt, quand j'avais dit ici dans le cycle de la violence, à la 3e phase. Donc, elle peut être présente ou pas. Chaque cas est bien particulier. Alors, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que toutes les femmes avec qui j'ai fait du travail ou que j'ai accompagné, que ce soit, et ça c'est très intéressant, que ce soit ici ou au Mexique, m'ont dit, j'aurais tellement préféré qu'il me bat à suivre tout ce qu'il m'a dit et tout ce qu'il m'a fait. En fait, on ne peut pas parler des violences physiques sans avoir passé, et le violentomètre le montre très bien, par tous ces schémas jaune, orange qui touchent le rouge, parce que la violence physique va apparaître comme une conséquence de tout ça. Parce qu'imaginez-vous, si vous vous mettez avec une personne qui vous donne un coup d'un coup, enfin, vous vous mettez dans une relation amoureuse à quelqu'un et la personne vous frappe, vous allez partir. Ça ne marche pas comme ça, en fait. En fait, la personne qui agresse, petit à petit, tisser, comme ça, il va s'installer dans la vie de la personne, dans son amour, dans son estime, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait, et pour la dévaloriser au point que quand la violence augmente, il y a les coups physiques qui apparaissent. Or, honnêtement, je ne connais pas les pourcentages à quel moment, à quelle fréquence, ou quelle cadence la violence physique ont sur les femmes. Mais c'est une bonne question. Je vais m'informer et je passerai l'information aux femmes de santé. Mais en tout cas, si on regarde les faits, je pense qu'il y a beaucoup plus, et c'est sûr, parce qu'on ne peut pas avoir de la violence physique sans avoir passé par tous les autres. Ce n'est pas possible. Oui, ce mot de dévalorisation là est très important. En consultation gynécologique, il n'est pas rare. Il n'est pas rare qu'on entende ça avec des patientes qui n'arrivent pas à savoir si c'est de la violence ou pas et qui finissent par nous demander. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, il me dit ci, il me dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous savez. Oui. Maintenant vous savez, Catherine. Non, mais les patientes nous demandent à nous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes d'identifier s'il y a une violence. Donc effectivement, quand il y a un coup, c'est indéniable. Tout le panel avant, c'est beaucoup plus flou. C'est très... Exactement. Mais oui, mais il faut surtout, vous êtes gynécologue, vous le savez peut-être mieux que moi, les violences apparaissent beaucoup chez les femmes qui sont enceintes. C'est comme ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, auparavant, il n'y a pas eu de violence. Les moments que les femmes tombent enceintes, c'est où la violence commence. Beaucoup de femmes, des cas. Mais c'est pour ça que je vous suggère, et ça c'est un de mes tips, de vous procurer un violentomètre, parce que nous les femmes, on sait très bien ce qui se passe dans notre relation de couple. Et donc, là, il n'y a pas de photo, comme on dit en français. Enfin, c'est comme ça. Si la femme se repère entre le jaune, le orange, là, c'est vigilance, dit stop. Après, c'est facile de dire stop à une femme qui est déjà dans une situation comme ça, mais il faut qu'elle-même se pose la question. C'est comme ça, c'est des protocoles. Il faut que la femme en question ou la personne en question se pose la question et se dise que se passe-t-il dans la relation? Il y a un souci, en fait. Et malheureusement, nous, en tant que femmes,
on vit dans un système patriarcal, je dois le dire, où on a normalisé tellement de choses qui ne sont pas normales, et ça pendant des années, des siècles, des générations, que quand on arrive à une situation violente, on se pose la question, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est normal ou pas. Et vraiment, c'est pas une ignorance, c'est que vraiment, on a normalisé tellement des choses qui ne sont pas normales, comme la jalousie, par exemple. La jalousie, ce n'est pas normal. Donc, vous voyez, donc, ce genre de choses, les femmes ne le savent pas, mais nous, en tant que professionnels, et vous, en tant que personnel de santé, vous devrez connaître ça mieux que moi, 1000 fois. Donc, je vous invite à nous contacter ou à vous renseigner plus. En fait, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses. J'ai toujours ici, et ça c'est autre tips que je pourrais vous donner, il y a ce livre-là qui s'appelle « Les violences conjugales » par Liliane Dalligrande. Il est tout petit, regardez, vous le lisez dans une journée et là, c'est incroyable. Aussi, je recommande ces manuels faits par Caroline Deas, « En finir avec les violences sexistes et sexuelles ». Vous voyez, je consulte tout le temps, je pense que je le lis je ne sais pas combien de fois. Et pour aller plus loin, si vous voulez, la personne qui nous avait demandé, j'ai ce livre qui s'appelle « Les violences faites aux femmes, aspects juridiques et judiciaires ». Vous voyez, c'est maître Éric Morel qui l'a écrit. Donc ça, il est un petit peu plus gros, mais il parle de la justice, comment ça se passe au niveau de la justice. Donc, il y a des lectures, il y a des choses, mais je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, ça vous interpelle, et parce que vous avez entendu en consultation des choses pas trop joyeuses, au minimum lire ce livre-là. Merci Ce beaucoup. tips arrive à sa fin, à moins qu'il y en ait une d'entre vous qui veut vraiment poser une question, c'est très important, mais on a dépassé l'heure, mais finalement que de 10 minutes. Greta, merci, c'était un plaisir de t'accueillir chez Femmes de Santé. J'espère que vous êtes heureuse de ce tips qui finalement pose quand même des bonnes bases et rend compte aussi du fait qu'on est sévèrement ignarde et qu'on va se former. Je vous remercie tous et toutes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est pour celles et ceux qui accueillent des femmes ou du public victimes de violences, le violentomètre, c'est quand même un outil vachement bien, au moins pour faire prendre conscience d'un côté, pour amorcer le dialogue. Merci à toutes d'être loguées et de venir à ce tips exceptionnellement un vendredi. Le 9 décembre, ce sont les EG. Nous, on est à fond dessus. Donc, EG, puis après, je ne sais même pas s'il y a un tips entre les deux. Et puis après, c'est 2023. Restez avec nous. Prenez soin de vous, surtout. Merci.